Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission littéraire avec un entretien que j'ai le plaisir d'animer avec mon ami Laurent Chang. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvain. Alors comme d'habitude, on ne trichera pas, nous sommes amis donc on va se tutoyer. Et tu Certes. nous sors un livre que j'ai beaucoup apprécié à l'excellente Institut Iliade, Merci. collection Longue Mémoire, sur Clausewitz. Alors on a eu beaucoup de discussions tous les deux sur Clausewitz. Oui. Et c'est l'occasion de partager ça avec nos auditeurs. Alors pourrais-tu d'abord nous expliquer un peu qui était ce personnage, parce que je pense que tout le monde ne le connaît pas malheureusement. Oui. Pour résumer alors, Clausewitz c'est d'abord un Prussien, ce n'est pas un Allemand, hein. Karl von Clausewitz. C'est un officier qui est né dans une famille d'origine silésienne, une région qui aujourd'hui se trouve en Pologne, qui est né lui-même près de Magdebourg, dans une famille qui, sa particule ne doit pas tromper, n'était pas aristocratique. Son père était percepteur, hein, il prélevait des impôts. Il est lui-même le quatrième fils de Friedrich et Friederike von Clausewitz. Il souffrira d'ailleurs toute sa vie de ne pas vraiment être reconnu pour sa particule. Il ne sera reconnu qu'en 1827. 1827, oui c'est ça, par le roi de Prusse, comme authentiquement noble, et plus d'ailleurs pour ses services que pour son arbre généalogique. Il est issu d'une famille qui compte un certain nombre de théologiens, de philosophes prussiens. Lui-même il naît donc en 1780, quatrième fils. Deux de ses frères aînés embrasseront la carrière militaire comme lui. Il entre à 11 ans chez les cadets du 34e régiment d'infanterie de Potsdam. 2 ans plus tard, officier, donc vous imaginez, c'est un enfant, hein, même pas un adolescent. Il connaît son baptême du feu à Mayence. Il participe à la guerre, la première guerre de la Révolution française. Il est ensuite, il va évoluer entre différents états-majors, différentes écoles militaires qui vont le faire rencontrer d'autres grands réformateurs de l'armée prussienne, puisque Clausewitz est d'abord, avant d'être le théoricien qu'on connaît de vom Kriege, donc de la guerre, il est d'abord un réformateur des institutions militaires prussiennes. Il va rencontrer donc Scharnhorst, Gneisenau, qui sont d'autres grands noms de la pensée militaire prussienne. En 1806, donc, il combat à Auerstedt, qui est une bataille connexe de la bataille d'Iéna, qui va voir la Prusse écrasée par Napoléon. Ça va être un choc pour lui, parce qu'il va découvrir que l'armée prussienne, bien sûr en tant qu'un de ses membres glorifié, et dans le culte de laquelle il avait grandi, est une institution en réalité totalement vermoulue, qui s'est fait écraser par des va-nu-pieds, par des généraux qui parfois avaient son âge, alors que à cette époque-là, un général prussien était un homme chenu, était plus de chances d'être à l'article de la mort dans son lit que sur le champ de bataille. Il va être fait prisonnier en 1807 d'ailleurs. Il est fait prisonnier, mais il est laissé libre. C'était une des conventions de l'époque. Il est emmené en France. Il reste prisonnier pendant 2 ans, à condition de ne pas... donc il est laissé libre, à condition, ainsi qu'il accompagne le prince Charles Auguste, Prince Auguste, Prince Auguste dans son séjour forcé en France. Il passe par Nancy d'ailleurs. On a dans sa correspondance, il parle un peu de Nancy, donc il ne laissera pas un très grand souvenir. Il séjourne aussi un peu en Suisse, puisqu'à l'époque la Confédération helvétique était en grande partie occupée également par les armées napoléoniennes. Et c'est là qu'il va s'ouvrir en fait D'abord il a découvert donc cette nouvelle conception de la guerre germée avec la Révolution française, et qui va trouver tout son essor avec le génie de Napoléon. Donc une armée révolutionnaire, une armée nationale, patriotique, une armée de masse. Et puis il y a, donc, mais ça on reviendra certainement dessus, et puis il y a ce petit plus, mais cet énorme plus en réalité, qu'est Napoléon, qui
profite de cette situation, de tout ce que la Révolution a mis en place sur le plan militaire pour donner à fondre, pour faire valoir son génie. Et puis donc, comme je disais, en tant prisonnier, c'est prisonnier en France qu'il découvre le nationalisme allemand, non plus seulement prussien, mais allemand, à travers le philosophe, le poète Schlegel, frère du Schlegel le plus connu. Pas le, voilà. Il retourne en Allemagne, en Prusse précisément, à Berlin, et jusqu'en 1812, il officie à l'Académie militaire, il fait cours, il devient aussi le secrétaire de Scharnhorst. Et puis en 1812, c'est la grande rupture. La France somme la Prusse de s'allier à elle alors la Prusse est occupée bien sûr par l'armée française, mais là, la France somme la Prusse de s'allier à elle dans la campagne que Napoléon veut mener en Russie. Et là, le roi de Prusse accepte. Frédéric Guillaume, et là, Frédéric Guillaume III. Là, il y a une fronde des officiers. Scharnhorst, Gneisenau et d'autres littéralement déposent les armes et soit de se mettre en congé, soit de s'exilent. Et Clausewitz fait partie du lot. Il rejoint l'armée russe. Il va endosser l'uniforme et prendre le grade. Et là, il va alterner entre divers commandements et un rôle d'officier de liaison. Il participe à diverses batailles, dont la Moskova. Si je me souviens bien, il participe aussi à la Bérésina, côté bien sûr donc russe. Et il est surtout connu parce que c'est lui qui a incité le général Jörg von Wartenburg, qui était resté lui côté prussien, qui va l'inciter à ne pas prendre les armes contre les Russes à leur approche de Königsberg. Clausewitz va au-devant de ce général qu'il connaissait déjà, dont il savait qu'il était un fort patriote prussien et qu'il détestait les Français. Et il va donc inviter son camarade à laisser les Russes passer la frontière et même à retourner ses armes contre les Français. Ce que Jörg von Wartenburg va faire, on appelle cela l'entrevue de Taurogen, qui est donc un événement important de cette guerre de 1812. Et cela va pousser en fait littéralement les Français à quitter la Prusse. Et ça va donc avoir une incidence énorme sur la suite des combats. 1813, on connaît la bataille de Dresde, la bataille de Lutzen, où Clausewitz, là, encore une fois, à laquelle prend part, excusez-moi, et est blessé, en même temps que son ami Scharnhorst, qui lui va mourir des suites de ses blessures au genou mal soignées. Il va continuer jusqu'à la fin de Napoléon, puisqu'on le retrouve également à la bataille de Wavre, qui est une bataille annexe de la bataille de Waterloo. Et puis après la guerre, 1816, là Clausewitz commence il a déjà écrit, mais c'est là qu'il commence l'écriture de ce qui va devenir son chef-d'œuvre, donc de la guerre. Il va continuer à occuper des postes, mais des postes notamment superintendant de l'école de guerre de Berlin, donc pas un poste d'enseignant, mais un poste comme son nom l'indique, de superintendant, de directeur de l'école, situation qui ne le satisfait pas, mais dont il doit se contenter et qui lui laisse du temps libre pour écrire, pour réfléchir. C'est un énorme lecteur, faut bien le dire aussi, presque un lecteur compulsif. Pas que d'affaires militaires. Sa demande d'envoi comme ambassadeur à Londres lui est refusée, d'ailleurs par le roi, parce que celui-ci lui tient toujours rigueur de l'avoir abandonné en 1812. Et puis en 1830, il reprend aussi un service plus actif parce qu'il est envoyé à Posen, donc en Poznanie, qui était à l'époque une région donc qui est en Pologne, mais qui était à l'époque prussienne, parce qu'on lui demande, avec son ami Gneisenau, de surveiller la révolution anti-russe qui agite à cette époque la Pologne, donc voisine, sachant qu'il y avait aussi une forte minorité polonaise donc sur le sol prussien. Et en 1831, il contracte le choléra avec Gneisenau.
Gneisenau meurt au mois d'août, et lui meurt quelques mois plus tard à Breslau, aujourd'hui Wrocław, en Pologne toujours. Il est enterré sur place. Son livre ne sera, mais on va revenir dessus, son livre ne sera donc publié qu'à titre posthume, ce qu'il n'aurait pas souhaité. Sa tombe restera en Pologne, étonnamment d'ailleurs, jusqu'aux années 70 du XXe siècle. Et ce sont les autorités est-allemandes qui l'exhumeront pour l'enterrer dans son village natal, à Bourg, où sa tombe se trouve toujours aujourd'hui. Donc voilà, brièvement résumé, la vie de Clausewitz. Alors, ce qui est intéressant et ce qui transpire un peu de ton livre, c'est qu'on se rend compte que Clausewitz est un soldat, évidemment, un homme de guerre. Tu l'as un peu dit déjà, un grand lecteur et un écrivain, ce qui est quand même assez rare finalement d'avoir au moins homme de lettres et homme de guerre, c'est assez rare. Et j'ai l'impression, de ce que j'en ai compris, ce qui va lui donner un peu la base de travail dans son livre de la guerre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois qu'un soldat et à la fois qu'un homme de lettres pour réussir une guerre. Il faut réussir à quelque part un peu mêler les deux. Il y a, alors dans le cas de Clausewitz c'est particulier, puisqu'effectivement, bon, lui c'est un intellectuel né, c'est un homme qui ne se contente pas d'agir, mais qui veut coucher sur le papier ses réflexions, né de son action. Il dit bien que ses œuvres, et en particulier donc de la guerre, n'est pas un livre de spéculation intellectuelle, c'est le fruit de ses méditations, elle-même née de ce qu'il a vu et de ce qu'il a expérimenté. C'est effectivement un soldat qui a été blessé, qui a souffert dans sa chair, qui a souffert également d'être fait prisonnier, qui a souffert de voir son pays, la Prusse, écrasé. Mais ce n'est pas non plus un grand général d'armée. Il n'a pas commandé plus qu'un corps d'armée. D'ailleurs, il ne sera fait général qu'après les guerres napoléoniennes, Clausewitz. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un stratège comme pouvait l'être Napoléon ou Blücher ou Wellington, parce qu'il n'a pas dirigé concrètement sur le terrain des armées. Il n'a commandé que, au maximum, donc, un corps d'armée. Donc ça, c'est pour Clausewitz. Et c'est aussi d'ailleurs parce que cette chose-là lui manquait qu'il avait un vide à combler. Vide donc qu'il a comblé par l'écriture. On sait bien qu'un écrivain écrit parce qu'il a quelque chose à dire, il a quelque chose qui le taraude, il y a quelque chose qui l'obsède. Et il a un besoin donc de l'exprimer, de l'extérioriser. À côté de cela, il y a beaucoup de théoriciens qui n'ont jamais porté d'armes, ou pas plus que durant un service militaire, parfois très obscur. Je ne vais pas citer de nom. Tu as également des militaires brillantissimes qui n'ont jamais rien écrit. Tu as moins de Jules César, donc, qui a quand même écrit La guerre des Gaules, ou de Gaulle, qui a effectivement connu les deux guerres sur le terrain, qu'un général comme, pour rester chez les Allemands, Hindenburg, ou les généraux allemands, justement, pour rester chez eux. Beaucoup ont écrit après-guerre, et souvent d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale, et souvent d'ailleurs pour se dédouaner des accusations qui étaient portées à leur encontre, pour expliquer qu'ils n'avaient jamais fauté, qu'ils n'avaient jamais non plus échoué dans leur plan, mais que c'était le commandement suprême à la personne d'Hitler qui avait faussé le jeu. Donc il y a des grands militaires qui n'ont jamais rien écrit, il y en a aussi pléthore. Est-ce que tu pourrais alors le temps passe vite, mais peut-être nous résumer une ou deux grandes idées de son livre. Moi, il y en a une qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport entre la politique et la guerre. J'ai trouvé ça assez passionnant, ça m'a fait penser un peu même s'il y a des différences, à Jacques Bainville. Et puis après, on parlera quand même de la grande rencontre, finalement quasiment métaphysique avec Napoléon, qui est quand même assez exceptionnelle. Mais peut-être une ou deux grandes idées de son livre. Mais métaphysique, le mot est bien trouvé. Parmi les grandes idées de son livre, des idées d'ailleurs qui n'étaient pas nécessairement que de lui, parce que Clausewitz, comme je l'ai rapidement dit en introduction, participe d'un mouvement
qui va courir de 1801 à 1812, un grand mouvement interne à l'armée prussienne, au corps des officiers prussiens, qui consiste donc, sous l'influence de la Révolution française, à remettre en cause les règles d'engagement de l'armée prussienne. Donc il y a tout un bouillonnement, il y a tout un bain de culture militaire dans lequel nage Clausewitz pendant toutes ces années. Et donc Clausewitz, comme toute l'école à laquelle il appartient, même si lui, en fait, lui, c'est celui qui va parachever en fait toutes ces idées, qui va les rassembler, qui va leur donner une direction, et qui va surtout leur donner par écrit la forme la plus limpide, la plus parfaite. C'est ça aussi un de ses grands mérites, c'est d'avoir ramassé l'essentiel de toute cette production qui est encore une fois énorme. Donc parmi les grands thèmes qu'on peut retenir, il y a le fait que la guerre est un phénomène qu'on ne peut maîtriser. La guerre ne s'enferme ni dans des règles géométriques, ni dans des règles mathématiques. Il y a des principes il y a certes des principes, mais ils ne sont pas immuables. On ne peut pas appliquer une recette à une guerre. Il n'y a aucune équation qui garantisse le succès. Ce qui était un des grands torts de l'héritage des Lumières. Par exemple, le maréchal de Saxe, qui est un grand militaire, un vainqueur de la bataille de Fontenoy en particulier, dans ses rêveries, il explique qu'il a passé sa vie à réfléchir à une guerre qui se conclurait sans bataille. Une guerre qui, à force de manœuvres, aboutirait à ce que l'un des belligérants finisse par baisser les bras. Bon, ça c'est une aberration, que c'est pas rêverie, ce serait aberration. C'est un très beau livre, cela dit, mais plus au plan d'ailleurs anecdotique et littéraire qu'autre chose aujourd'hui. Ça, Clausewitz balaye ça avec beaucoup de mépris. Donc, par ailleurs, il explique que une guerre, c'est un chef. Il faut un homme qui ait de la résolution et le coup d'œil. Sans cela, et il entre beaucoup dans les détails de son livre, c'est un épais livre, hein, qui fait près de 1000 pages selon les éditions. En fait, ce sont 8 livres en un. Il y avait que le premier qui était terminé, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais ce livre donc, a été édité à titre posthume. Lui-même ne voulait pas de cette édition, et c'est son épouse, Marie von Brühl, qui a finalement insisté pour qu'il soit édité, par bonheur, hein, j'ai envie de vous dire. Même si je pense que tôt ou tard, quelqu'un aurait remis la main sur ses cahiers et qu'il aurait eu l'idée de les traduire. Donc, la guerre, c'est un chef, et c'est aussi un chef politique. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est là qu'est le génie de Napoléon, c'est qu'il a pu être à la fois un chef politique et un chef militaire. Il faut un chef politique qui ait une vue claire de ce qu'il souhaite. C'est pour ça que la guerre continue la politique. Elle ne s'y substitue pas. On n'abandonne pas la politique pendant qu'une guerre a lieu. La guerre est menée en fonction des objectifs politiques déterminés par d'autres que les militaires. Ce ne sont pas les militaires qui déclarent la guerre, ce sont des politiques. Actuellement, on a une guerre en Ukraine. Ce n'est pas les généraux russes qui ont déclaré la guerre, c'est bien le président russe Vladimir Poutine. Maintenant, il revient aux militaires de mettre tous les moyens en œuvre pour que les objectifs militaires concordent avec les objectifs politiques, et bien sûr donc que ces objectifs militaires soient atteints, pour que les objectifs politiques à leur tour soient atteints. Voilà. Ça c'est l'autre grande règle, le grand principe, l'idée centrale vraiment qu'on retrouve dans De la guerre. C'est pas pour rien d'ailleurs que cette phrase, hein, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, la phrase qu'on retient de ce livre. Quand on n'a pas lu Clausewitz, on sait au moins ça. Elle revient d'ailleurs à plusieurs reprises dans le livre et expliquée différemment. Et d'ailleurs, comme je disais,
Le premier livre était le seul terminé sur les 8 livres. Un certain nombre de livres, donc si vous voulez, ce sont des gros chapitres de la guerre, ont perdu quand même aussi de leur actualité parce que les moyens de combattre ont changé. On ne fait plus la guerre aujourd'hui comme on la faisait au temps des guerres napoléoniennes. Le grand apport véritablement de Clausewitz, c'est son apport philosophique ou, comme tu disais, métaphysique. C'est-à-dire qu'il transcende les conditions de la guerre de son époque pour montrer ce qu'il y a d'éternel dans la guerre. Donc il y avait, comme je vous disais, il faut un chef, effectivement un chef que les hommes soient portés à suivre. Il faut que ce chef ait conscience qu'un plan de guerre ne peut pas être entièrement conçu du premier au dernier jour à l'intérieur d'un bureau bien chauffé avec un secrétaire qui vient vous apporter un café. Non, la guerre, ça ne cesse d'évoluer, parce qu'il y a en face aussi un ennemi qui a sa propre stratégie et qu'il faut composer en permanence, non seulement avec cet ennemi, mais avec tous les aléas de la guerre. Ce sont ce qu'il appelle les frictions ou les frottements, et c'est un des autres grands apports de Clausewitz à la pensée militaire, c'est que une guerre ne cesse d'évoluer en permanence. Chaque guerre est unique en soi, et chaque guerre ne cesse d'évoluer en permanence au fil des jours, voire des heures, voire des minutes, parce qu'un général n'a pas lu au bon moment, par exemple, une dépêche, parce qu'il pleut et que les hommes sont retardés, parce que le pain n'est pas arrivé, parce que l'ennemi n'a pas pris la direction qu'on lui supposait. Voilà, ce serait grossièrement résumé. Je dirais que ce sont là, comme ça, de but en blanc, les grands apports de la pensée de Clausewitz. Et c'est essentiel. Alors, pour terminer, même si on a encore un peu le temps, hein, mais c'est quand même une grosse partie, un gros chapitre à la fois de ton livre et puis de la vie de Clausewitz, c'est cette rencontre quasiment métaphysique avec Napoléon, où en lisant ton livre, je me suis dit, mais finalement, Clausewitz a théorisé Napoléon, finalement. Oui, on pourrait voir ça, parce que c'est amusant d'ailleurs, parce que le grand ennemi de Clausewitz sur le plan théorique, c'était le général suisse Jomini, qui a beaucoup écrit aussi à la même époque et encore après Clausewitz, parce qu'il a vécu plus tard. Mais Jomini était devenu d'ailleurs officier français, il avait approché Napoléon avant lui-même de se retourner et de servir dans l'armée russe, comme Clausewitz. Mais les deux hommes se détestaient cordialement, ils avaient deux visions de la guerre totalement opposées. Jomini considérait que de la guerre était un foutoir, un fatras, un labyrinthe, mais je crois même d'ailleurs qu'il dit labyrinthe métaphysique, je crois même, ou philosophique, je ne sais plus. Je le dis dans le livre, mais là ça m'est sorti de la tête. Clausewitz, lui, considérait que Jomini passait complètement à côté de l'essentiel quand il réduisait la pensée de Napoléon, justement, à des schémas, à des innovations tactico-techniques et à des règles une somme de règles qu'il appliquerait en fonction des situations. Ce qui était justement, pour Clausewitz, passé complètement à côté, précisément, du génie napoléonien. Et d'ailleurs, Napoléon lui-même a eu la dent dure vis-à-vis de Jomini. Parce que Jomini avait la prétention de théoriser Napoléon à la place de Napoléon. Je vous renvoie aux ouvrages que notamment mon maître Jean-Jacques Langendorf a écrit sur Jomini, puisqu'il est à la fois spécialiste de Clausewitz et de Jomini, donc il connaît mieux que personne l'antagonisme entre les deux personnages. Maintenant, pour revenir à Clausewitz et Napoléon, de toute façon, il n'y aurait pas de Clausewitz sans Napoléon. Parce qu'il n'y aurait pas eu ces guerres napoléoniennes, Clausewitz n'aurait certainement pas eu la carrière qu'il a eue, et il n'aurait pas écrit justement pour coucher sur le papier toutes ces considérations. Clausewitz détestait, comme il se doit, Napoléon, Bonaparte, mais je crois même qu'il ne l'appelait que Bonaparte au demeurant, mais il avait des raisons, puisque Napoléon, c'était l'occupation de la Prusse, mais il n'en était pas moins fasciné par Napoléon, fasciné par le militaire, plus que par le politique, mais fasciné justement par l'articulation en sa personne du politique et du militaire.
c'est l'observation de Napoléon qui va donner à Clausewitz l'impulsion nécessaire pour théoriser précisément ce rapport de subordination du militaire au politique. Donc Clausewitz écrit d'abord sur les guerres napoléoniennes. Il a écrit un livre, il a écrit plusieurs livres sur les différentes campagnes napoléoniennes. Moi, je conseille vraiment celui sur 1806, justement c'est la Prusse dans sa grande catastrophe, très joli titre, où il analyse très bien la situation, à quel point l'armée prussienne et même simplement les institutions prussiennes devaient tomber devant Napoléon. Il écrit également sa campagne de 1812, il en a écrit d'autres. Et ensuite, bien sûr, donc de la guerre, sur le plan pratique, effectivement, est prisonnier des guerres napoléoniennes, qu'elles soient d'ailleurs des grandes batailles en ligne, sur le champ de bataille, comme la petite guerre, parce que Clausewitz a également beaucoup réfléchi, beaucoup écrit, beaucoup enseigné d'ailleurs aux élèves officiers sur les petites guerres, sur la guérilla. Il a beaucoup travaillé sur la Vendée, sur le Tyrol, qui étaient donc des fronts internes à l'Europe napoléonienne, et puis la guerre d'Espagne, qui est certainement la plus connue, ne serait-ce qu'à travers les gravures de Goya, de Francisco Goya. Donc, je ne veux pas m'égarer, mais tout ce qu'écrit effectivement sur ce plan pratique Clausewitz lui vient de Napoléon. Sur le plan intellectuel, sur le plan plus philosophique, ce qui donne à de la guerre son côté actuel, ce qui lui maintient, ce qui lui préserve son actualité, parce que l'homme est l'homme, et qu'il fera toujours la guerre, et qu'il y aura toujours des objectifs politiques pour justifier des guerres. On voit, ne serait-ce qu'aujourd'hui, à travers le monde, il y a également un héritage napoléonien. En ce que, comme je te disais tout à l'heure, il a vu comment une guerre commençait sur le plan politique, se poursuivait sur le plan militaire, au niveau stratégique, puis opérationnel, même si le terme n'était pas utilisé en tant que tel, puis sur le plan tactique, avant de revenir à un niveau politique, parce que la politique ne s'arrête jamais durant une guerre, parce qu'il faut bien un moment que des hommes se mettent à table pour discuter de la fin des combats et de comment les choses vont se poursuivre. Liddell Hart, le stratégiste britannique qui d'ailleurs voué aux gémonies Clausewitz pour de mauvaises raisons, à mon sens, que je raconte dans le livre, que j'explique rapidement dans le livre, Liddell Hart disait que il ne faut pas chercher à exterminer son ennemi parce que avec qui on fait la paix après. Une guerre, après une guerre, il faut que les relations entre les États se renouent, même si la chose peut prendre du temps, mais le commerce entre les peuples doit se ressouder, et donc il faut bien qu'il y ait des peuples et des dirigeants pour discuter ensuite. Et cette fois-ci, vraiment pour finir, en quelques mots, hein, on n'a pas vraiment le temps d'une discussion et d'un débat là-dessus, mais alors ton livre est court, mais c'est très riche, on ne peut pas parler de toutes les parties. J'invite encore une fois les auditeurs à le lire, il est disponible sur notre boutique en ligne, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Mais tu termines ton livre par 2 siècles plus tard, un peu quels auteurs ont parlé de Clausewitz, et l'un des derniers, si ce n'est le dernier, ce sera vérifié, mais il me semble que c'est le dernier à en avoir vraiment beaucoup parlé, c'est René Girard. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la manière dont René Girard a abordé Clausewitz, quels sont les points d'accord, des désaccords, voilà, très rapidement. En synthèse, donc, Girard a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Achever Clausewitz, dans lequel il tente à expliquer que Clausewitz a appliqué au phénomène guerre la rivalité mimétique, qui est donc le centre de la pensée de Girard, à savoir donc la montée aux extrêmes et le sacrifice qui l'accompagne. On peut vraiment, alors encore une fois je résume, hein, parce que le livre de Girard est aussi un assez gros livre, 400 pages je crois dans l'édition de poche, hein. Moi j'ai l'édition de poche.
Le problème qu'il y a avec cette vision, on peut très bien, pourquoi pas, d'ailleurs Girard cherchait à appliquer la rivalité mimétique à tous les domaines qu'il abordait, successifs. Le problème est que précisément la montée aux extrêmes, qui est aussi au cœur de la pensée clausewitzienne, cette montée aux extrêmes, Clausewitz estimait qu'elle n'était ni souhaitable, ni au fond réellement n'était pas réalisable. Ce qui, par conséquent, pour des raisons que j'explique dans le livre, que là, du coup, on n'a plus tellement le temps d'aborder, ce qui fait que Girard, à mon sens, tape à côté, parce que il prend le thème de la guerre de la montée aux extrêmes, à savoir que finalement, ce sont deux pays qui mettent tout en œuvre, qui subordonnent toutes leurs activités simplement à la guerre totale, une guerre de destruction absolue de l'ennemi, ce que avait théorisé Clausewitz, mais sans y être favorable, et en considérant avec les moyens de son temps que c'était de toute façon pas réalisable. On est quand même en 1820-1830, on est plus d'un siècle avant la bombe atomique. Donc le problème que j'ai avec Girard, c'est que justement, dans l'absolu, il a peut-être raison, mais comme Clausewitz nous enseigne qu'il n'y a pas de règle absolue, et que on peut difficilement accuser Clausewitz d'avoir imaginé qu'un jour il y aurait la bombe atomique qui sert de couverture, de photo de couverture à l'édition originale d'H.V. Clausewitz. Je trouve que c'est lui faire un procès malheureux, injustifié. Merci beaucoup Laurent. Peut-être finalement que Girard avait plus raison dans le rapport entre les deux personnalités, Clausewitz et Napoléon, qui se répondaient peut-être de manière qui correspondrait peut-être à une sorte de métaphysique dans le sens girardien, mais ce serait une autre discussion. On la poursuivra autour d'un café. Exactement. Entre nous. Merci beaucoup Laurent, je rappelle ton livre à l'Institut Iliade, collection longue mémoire. Vraiment lisez-le, c'est court donc vous n'avez pas d'excuses. Il n'est qu'à 9 € et vous en apprendrez à chaque page. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi.